Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors forcément, cette histoire commence dans les grottes. Les plus célèbres figures sont celles découvertes par Emmanuel Anati en 1956 et datées de 4000 ans dans le Val Camonica, c'est-à-dire on est en Italie du Nord. Selon les archéologues, ces figures humaines représentées avec un cercle qui va jusqu'aux épaules, comme si c'était un casque hermétiquement fermé, ne ressembleraient pas aux gravures des grottes des alentours. Donc c'est quelque chose d'unique. Il existe comme ça d'innombrables autres représentations de ce genre dans le Tassili et en Australie. Ce qui étonne, ce sont les analogies dans les figures qui se retrouvent sur les 4 continents, alors même que les contacts entre peuplades à ce moment-là sont totalement exclus. À Altamira, par exemple, on est dans la province de Santander, en Espagne, l'examen de la grotte donne bel et bien à réfléchir. La grotte est datée, selon le roi Gourand, un grand spécialiste de l'archéologie, à 14 000 ans. L'abbé Breuil, lui, va la situer à 12 000 ans, mais on n'est pas à 2 000 ans près. Les dessins qu'on y découvre ne peuvent manquer de surprendre, et il se pourrait bien qu'un ovni y soit représenté. Les mêmes figures, vous irez voir, les mêmes figures ont été retrouvées à Niaux, en France, en Ariège. Cette grotte date de 14 000 ans. Les dessins peuvent laisser à penser à des engins reproduits qui semblent en survol et laisser une traînée derrière eux. Et vous avez des figures analogues qui se rencontrent encore dans la province de Santander, en Espagne, à Culalvera, de l'autre côté de l'océan, en Colombie-Britannique, au Canada. Donc on relève aussi des dessins qui ressemblent étrangement à ceux qu'on retrouve en Europe. Communication impossible, là encore, entre les deux, puisqu'ils sont séparés de 15 000 ans. Les indigènes de Cayeux-Secrik et du lac Kootenay ne pouvaient connaître les hommes du Magdalénien européen. Leurs artistes étaient les contemporains, eux, de Louis XIV. Les figures évoquent un être dans un engin fusiforme, c'est-à-dire qui a la forme d'un fuseau, qui laisse une traînée derrière lui, ainsi que des personnages avec une tête disproportionnée. Alors, on peut que se demander quelle est la signification des ondulations qui apparaissent derrière l'engin. Est-ce que c'est une traînée, l'indication d'une direction? On ne sait pas. Détail évidemment invérifiable. Dans l'État de Washington, aux États-Unis, on rencontre le même genre de fresques, celles du Cap Alava, qui sont d'un intérêt particulier pour les ufologues, parce que l'une d'entre elles représente un magnifique voilier, comme les Indiens devaient en apercevoir souvent le long des côtes, et à côté, on distingue la représentation d'un ovni aussi fidèlement rendu que les traits du bateau. Et l'engin est à double dôme. Il semble que le bateau ait suscité autant d'intérêt de la part de l'artiste que l'ovni. C'est intéressant. Et sur l'un des bords les moins fréquentés du lac Christina se trouve sans doute l'une des plus troublantes fresques qui existent. Un genre de disque relié au sol par 2 traînées parallèles et autour duquel figurent 2 êtres. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une représentation d'un atterrissage? Dans ce cas, ce serait l'une des plus extraordinaires représentations anciennes d'OVNI. Autre exemple, en 1933, Alberto Tulli, conservateur du département d'égyptologie des musées du Vatican, découvre un étrange rouleau de papyrus dans le pavillon antique du Caire. Après sa mort, le papyrus disparaît. 20 ans plus tard, l'égyptologue italien Boris de Rachelwitz affirme avoir découvert la copie originale du papyrus qui contenait des extraits grossièrement traduits des hiéroglyphes égyptiens qui se lisent comme suit. Le 22, le 3e mois de l'hiver, à la 6e heure du jour, l'un des chroniqueurs, les scribes historiques, du livre La Maison de la Vie, a découvert un étrange disque s'approchant du ciel. Il n'a pas de tête. Le souffle de sa bouche émettait une odeur désagréable. Son corps mesure environ 50 mètres de long et 5 mètres de large. Il n'a pas de voix. Il se dirige vers la maison du roi. Leurs esprits sont devenus confus. Ils se sont frappés au ventre. Ils se rendent au pharaon pour faire leur rapport. Pharaon ordonne de chercher dans la chronique la maison de la vie. Le roi réfléchit à tout ce qui se passait. Alors que les jours se sont écoulés, ils apparaissent dans le ciel plus que jamais auparavant. Ils brillent plus fort que le soleil et s'étendent à tous 4 coins du ciel. Je vous donne la traduction littérale. Soldats et pharaons regardaient ensemble. Après le dîner, la soucoupe s'éleva haut dans le ciel vers le sud. Poissons et autres planctons tombèrent du ciel, chose étrange, inconnue depuis la construction du pays. Pharaon ordonna d'encenser pour apaiser les cœurs d'Amon-Ré, le dieu des 2 terres, c'est-à-dire la haute et la basse Égypte.
et ordonné que cet événement soit enregistré dans la chronique de la Maison de la Vie pour toujours. Cet événement aurait eu lieu dans les premières années où Thoutmôsis III gouvernait l'Égypte, c'est-à-dire on est vers 1480 avant Jésus-Christ. Là, je vous renvoie, si vous aimez ça, aux émissions sur l'Égypte. Il y en a 7. Selon Thayer, la transcription lui a été envoyée par Boris de Rachevlitz, qui aurait trouvé donc la transcription originale du papyrus parmi les papiers laissés par Alberto Tulli, le directeur décédé du musée du Vatican. Les références à des cercles de feu ou à des disques de feu, prétendument contenus dans la traduction, ont été interprétées dans la littérature sur les ovnis comme une preuve de l'existence d'anciennes soucoupes volantes, même si les ufologues Jacques Vallée et Chris Hobeck l'ont décrit en fait comme un canular. Là encore, vérification absolument impossible. Le papyrus Tulli pourrait contenir une erreur en fait de transcription, ce qui rend encore une fois impossible sa vérification comme étant authentique. En 480 avant notre ère, un objet en forme de corne apparut dans le ciel pendant la bataille de Salamine, que les Grecs coalisés livrèrent contre les Perses. Dans son traité de la piété, Daimakos raconte que durant les 75 jours qui précédaient la chute d'un bolide au cours de la 78e Olympiade, on est vers 467-466 avant notre ère, on avait vu un gigantesque globe de feu à plusieurs reprises. Là, je vais vous donner plein de faits, comme ça. À chaque fois, je ne vous dis pas d'où ça sort. Ça a été recueilli dans plein d'ouvrages. Vous verrez. Vous avez aussi le philosophe grec Anaxagone. On est entre 500 et 428 avant notre ère, dont Périclès et Euripide ont été les disciples. Il a vu dans le ciel une lumière considérable et extraordinaire de la dimension d'une grosse poutre. Ce météore resta en place plusieurs jours. En 395 avant notre ère, des poutres de feu apparurent dans le ciel lorsque les Lacédémoniens, vaincus en mer, perdirent l'empire de la Grèce. Sous le consulat d'Emilius et d'Hostilius, on est en moins 139, on observa à Préneste une torche ardente et il y eut des coups de tonnerre dans un ciel sans nuages. En moins 136, sous le consulat d'Africanus et Fulvius, durant la nuit, le soleil répandit pendant quelques instants une vive clarté. Encore une fois, je vous donne les faits. Je ne suis pas en train de vous dire, voyez, ce sont des preuves absolues. Je dis, voilà ce qu'on trouve dans des textes. Sous le consulat de Marius et Valérius, en moins 102, à Tarquinium, une torche ardente sillonna le ciel. Au coucher du soleil, un corps sphérique, semblable à un bouclier, fut aperçu se dirigeant de l'ouest en est. L'historien grec Plutarque, vers 50-125 de notre ère, rapporte qu'en moins 102, pendant la guerre que le consul Marius a dirigée contre les Teutons, peu avant la bataille d'Aix-en-Provence, à Améry et Tuderte, des villes italiennes, pendant la nuit, on vit dans le ciel des javelots et des boucliers de flammes qui, séparés d'abord, étaient ensuite tombés les uns sur les autres, en prenant des dispositions et en décrivant les mouvements qu'effectuent les armées combattantes. À la fin, les uns cédant, les autres allant de l'avant, tous s'étaient précipités vers le couchant. Ce fait a été tenu pour un présage de victoire. Julius Obséquens et Pline l'Ancien rapportent également cet événement, mais ils le datent respectivement de moins 106, moins 103 environ. On va accorder plus de confiance, évidemment, au récit de Plutarque, parce que celui des deux autres auteurs est moins détaillé. Il parle simplement d'armes célestes qui sont venues se heurter du levant et du couchant. Celles qui étaient du côté du couchant ont été mises en déroute. Plutarque, lui, est à la fois plus prudent dans ses termes. Il indique bien que le mouvement des armes n'avait que l'apparence d'un combat et ne parle pas de victoire de l'un des deux camps. Et plus précis, ces javelots et ces boucliers, est-ce qu'il n'évoque pas irrésistiblement ici encore des formes cigaroïdes et des disques? On peut se poser la question. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.